Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer cette édition et à aimer ce que nous faisons. Nous avons décidé aujourd'hui de déplacer notre plateau encore une fois de plus pour les placer ici. Alors ici, nous sommes venus rencontrer un homme qui vient de très loin. Il s'agit du commissaire à l'environnement de la CEAC, bien entendu, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Il est à Kinshasa pour se rendre compte de l'évolution de la situation de l'éruption volcanique à Goma. Il s'agit bel et bien du docteur Tabouna. Bonsoir docteur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir à Kinshasa. Le plaisir est partagé parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler à Environews. Ah, merci beaucoup Donc docteur. c'est un plaisir. Et vous êtes habillé en vert. Ah voilà. Donc, eh bien, en tant que commissaire en charge de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural de la CAC, c'est de bon augure. merci beaucoup docteur. Donc, Voilà, vous êtes à Kinshasa, ça va faire bientôt 4 ou 5 jours que vous êtes là. Je voudrais savoir c'est quoi l'objectif de votre mission à Kinshasa. bien, donc vous l'avez annoncé dans votre mot introductif. Nous sommes là suite à l'éruption du volcan de Nyiragongo à Goma, qui a fait beaucoup de victimes, 37 morts, des milliers de déplacés. Donc c'est une situation qui nous a touchés au niveau de la commission, donc au niveau de la communauté. Et le nouveau traité, le traité révisé de la CEAC dispose en son article 89, quand un des États membres est touché, donc les autres États membres doivent manifester une assistance humanitaire et répondre à cette catastrophe. Donc c'est cette solidarité africaine, des Bantous, de notre culture, que nous venons donc exprimer à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont été touchés et nous, la communauté également, nous sommes touchés. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous profitons donc de notre présence ici pour recueillir plusieurs informations, notamment en termes de besoins, d'attentes à court terme, donc vraiment des attentes humanitaires et des besoins à moyen et long terme. Ok. Alors, est-ce qu'on peut penser que votre passage à Kinshasa, ce n'est pas juste un passage pour récolter les informations, mais c'est aussi un passage pour apporter une assistance? Tout à fait. Alors, quelle est la nature d'assistance que vous avez apportée sur Kinshasa? Oui, déjà, il faut dire que nous sommes une sous-région qui est exposée à des risques de catastrophes naturelles. Ça peut être des inondations, ça peut être des catastrophes d'autres origines, ça peut être des origines industrielles. Et la sous-région, consciente de cela, s'est dotée à travers donc, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est l'organe exécutif de la CEAC, donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'une politique sous-régionale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, avec un axe sur la lutte contre les changements climatiques, la gestion des risques et des catastrophes. Et de cette politique, nous avons tiré une stratégie de gestion de risques et catastrophes. Okay. Tout cela, c'est pour mettre en œuvre une des dispositions du traité. C'est l'article 74. Les chefs d'État de la sous-région ont fait des ressources naturelles, de l'environnement et de la biodiversité un des domaines de coopération. Donc, nous venons
Et nous profitons de cette occasion pour aller plus loin que, comme j'ai dit, qu'une action urgente, humanitaire. On sait depuis le 22 mai que cet événement est intervenu, depuis le 22 mai qu'il y a eu donc cette irruption. Il y a une réaction au niveau du gouvernement avec l'appui des partenaires bilatéraux, multilatéraux. Vous avez également la société civile, j'ai vu l'association des banques réagir. Hein. Donc nous profitons de notre présence ici pour faire comme les autres, réagir, mais surtout commencer à voir avec le gouvernement comment gérer cette question sur les catastrophes de façon permanente. Et comme l'a dit le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous devons avoir, après avoir pleuré, après avoir regretté tout ce qui nous est arrivé, avoir un mécanisme permanent pour gérer. C'est-à-dire comment faire, comment s'organiser, quel aménagement du territoire, quel modèle de développement socio-économique dans un environnement à risque volcanique. Comment faire? Comment on peut transformer ce qui nous est arrivé en une opportunité pour déclencher cette réflexion qui va faire de telle sorte qu'on développe ce qu'au niveau du département, nous appelons de plus en plus l'économie du volcan. Que le volcan ne soit plus abordé seulement sous l'angle écologique, mais qu'on se dise que c'est une opportunité pour développer une économie de la gestion d'un écosystème, de la gestion d'une catastrophe. Donc ça peut être par le tourisme, ça peut être par le biais de la recherche. La preuve, il y a l'observatoire qui est à Goma. Mais nous voulons aller plus loin, parce que vous vous rendez compte qu'en 1967, il y a eu la première éruption, il y en a encore eu en 2002, et nous sommes aussi dans une zone en dehors de l'est de la RDC, vous avez le mont Cameroun, où c'est également, mais nous n'avons jamais mis en place un cadre institutionnel, organisationnel, pour une gestion durable du volcan. Donc nous allons profiter de notre présence ici pour discuter avec les autorités. D'ailleurs, nous l'avons fait, puisque depuis que nous sommes là, nous avons rencontré les membres du gouvernement, le ministre en charge de l'intégration régionale, le ministre en charge de la recherche scientifique, de l'innovation et de la technologie, le ministre en charge des droits humains, le ministre en charge des affaires sociales. C'est vraiment une opportunité pour mettre en œuvre la stratégie de gestion des risques et catastrophes qu'on a, de façon générale, et une stratégie qu'on n'a pas encore sur le volcan. Mais au lieu d'une stratégie sur le volcan, c'est plutôt avoir un programme sous-régional sur l'économie du volcan ou bien sur la gestion durable du volcan. Tout dépendra de la terminologie que nous allons retenir ensemble pour une meilleure communication et pour prouver aux populations que nous ne restons pas au niveau du discours. Puisque la politique, c'est le discours, la stratégie, c'est le discours, mais dès qu'on a le programme, maintenant, on commence à passer à l'opérationnel. Donc, l'idée serait, comme nous l'avons déjà défini avec les États en 2015, que chaque fois qu'on a un problème, ou bien dans le cadre de la gestion des ressources naturelles de l'Afrique centrale, à travers ce que nous avons appelé le système de l'économie verte, nous devons avoir plusieurs programmes, au moins 11, parce que nous sommes 11 États, et chaque État doit être leader d'un programme pour renforcer l'intégration régionale. Et quand vous êtes leader d'un programme dans un secteur découlant des ressources naturelles, c'est ce que nous avons décidé en 2015, donc avec les États. Donc ce pays-là doit avoir sur son territoire l'unité de coordination, tout dépend du nom qu'on pourra donner à cet exécutif-là,
pour la gestion au quotidien de ce programme, doit avoir un observatoire, et cela tombe bien dans le cas du volcan, il y a déjà un observatoire ici. Oui. Ce pays doit avoir également un centre de recherche, d'innovation et de formation. Doit avoir aussi un outil de promotion, un outil de promotion du secteur, pour le développement du secteur. Et comme les États maintenant, on est parti plus loin par rapport à 2015, ces programmes-là ne doivent pas être des programmes, disons, à durée déterminée, comme on avait, mais avoir des programmes sectoriels, communautaires, permanents. Et dans le cadre justement donc, du traité, nous partons plus loin pour essayer d'avoir des programmes qui ressembleraient un peu plus à des bureaux d'études, de conseil, de gestion des projets et de promotion du secteur. Donc, dans le cadre du volcan, nous devons donc développer ce que nous appelons l'économie du volcan. Ça peut être par le biais du tourisme. Donc, dès qu'il y a le tourisme, vous vous rendez compte, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration et il y a les autres secteurs. Et ça tombe bien, voilà. Comme le volcan de Nyiragongo se trouve dans les parcs de Virunga, exactement. Déjà un potentiel touristique assez important. Donc ça c'est très bien. Alors docteur, de par les informations qui sont à votre disposition, parce que vous avez rencontré plusieurs membres du gouvernement congolais ici, que ressort-il réellement de ces informations? Est-ce que ces catastrophes pouvaient être évitées? Alors, contrairement à ce qui se passe, d'une façon générale, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait éruption, il y a des signes annonciateurs de l'éveil d'un volcan, ce qui était le cas en 1967 et en 2002, mais cette fois-ci, il n'y a eu aucun élément précurseur annonçant, disons, l'éruption. Donc ça a été une surprise, et là peut-être c'est une autre piste de recherche pour les scientifiques, parce que toutes les informations qu'on a pu recevoir des autorités vont dans la direction d'une surprise. Les scientifiques ont été surpris, mais ça veut dire également que nous sommes dans la nature. Il est très difficile de dompter la nature. Et comme j'ai dit tantôt, pour les scientifiques, c'est là un axe de recherche peut-être pour disons, les prochaines années ou bien à court terme, les mois prochains. Et d'ailleurs, ce qui fait que nous avons rencontré le ministre de la Recherche scientifique. Nous sommes très intéressés de voir qu'il y a une place importante au niveau de la recherche. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit, que nous avons pensé dans le cadre justement de développement de chaque secteur, qu'il y ait une place importante dans la recherche. Parce que tout cela fait partie du développement. On ne peut pas faire du développement si on ne fait pas de la recherche. Parce que la recherche vous apporte de l'innovation. Vous posez des questions, vous avez des hypothèses, vous proposez donc des solutions. Donc dans le cadre de ce qui vient de se passer, c'est vraiment plusieurs axes de recherche. Quel aménagement du territoire dans une zone comme celle-là, quel type de recherche scientifique, ça peut être une recherche pluridisciplinaire qui va toucher des questions sociales, la chimie, la géologie, en tout cas une recherche pluridisciplinaire. C'est vraiment une opportunité pour développer toute une zone. Et vous l'avez dit, c'est une zone où on a plusieurs écosystèmes. Il y a un lac, il y a Virunga, aire protégée, il y a la biodiversité. Donc, c'est une opportunité pour aller plus loin par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, les États de la sous-région travaillent, parce qu'en dehors des secteurs classiques de notre économie, l'économie avant les indépendances, l'économie minière, l'économie des ressources extractives, il y a là des nouveaux axes de développement, donc pour la diversification de notre économie. Alors c'est ça qui nous, au niveau de la CEAC, nous enchante énormément. Et puisque, comme vous le savez, avec la nouvelle commission, on a donné une nouvelle direction
à la Commission, celle d'être proche des peuples, proche des États, et passer, dans le cas de l'environnement, passer de l'environnement à l'économie de l'environnement. Comment faire de telle sorte que l'environnement contribue plus qu'il le fait aujourd'hui, disons, à la croissance, à la richesse, ce qu'on appelle techniquement le PIB des États. Mais ça reste encore au niveau des discussions, mais sur les terrains, ce n'est pas encore faisable. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà pourquoi il a été annoncé rapidement que sous la coordination technique de la CEAC, une rencontre que nous pourrons donc appuyer pour que les scientifiques de la sous-région qui travaillent déjà sur cette question puissent se retrouver ici pour qu'on définisse un véritable plan de développement de cette économie. Oui, il faut d'abord le discours. Il faut que vous ayez une vision. Il faut que vous ayez un modèle. Voyez-vous, là par exemple, nous avons eu le problème en 1967. En 2002, il y en a eu au Cameroun, mais nous n'avons pas réagi. Il nous manque par exemple une politique sur l'assistance humanitaire dans l'Afrique centrale. Il nous manque disons, un programme sur les questions liées à la gestion des volcans, je dis au niveau sous-régional. Il nous manque aujourd'hui, au niveau même de la sous-région, un plan de contingence. Donc ça, ce sont disons, des lacunes à combler. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des épreuves comme celle-ci pour qu'on se réveille. Donc on est obligé de réfléchir, parce que sans réflexion, et c'est là la place de la recherche. Maintenant, nous allons nous asseoir pour voir comment on peut passer de la réflexion à l'action, être opérationnel. Et là, comme je vous ai dit au début de notre entretien, qu'il y a une réaction que nous devons avoir à court terme. Les gens se sont déplacés, ils ont perdu parfois leur emploi, ils ont parfois perdu leurs habitats ou bien ils ont abandonné leur habitat, ils sont partis dans des zones qui n'est peut-être pas habituelles ou bien qui ne sont pas favorables à la vie qu'ils menaient avant. Donc il y a des problèmes de droits humains à respecter. Et comment gérer les situations de déficit de l'eau potable, vous avez vu, les problèmes alimentaires, les problèmes sanitaires, ça c'est court terme. Et la sous-région... Et à ce niveau-là, qu'est-ce que la CEAC fait? Justement, la CEAC n'a pas un dispositif. Donc c'est l'occasion maintenant de mettre en place ce dispositif. C'est des choses qui ont manqué. Vous avez vu que tout de suite, ce sont plutôt les partenaires multilatéraux. Mais nous aussi, au niveau de la CEAC, nous allons utiliser les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est ça aussi, c'est à ça que servent, disons, les partenariats. Vous avez la Croix-Rouge, avec qui nous avons un protocole d'accord. Nous allons l'utiliser. Nous avons au niveau régional un pays comme le Gabon qui a un hôpital de campagne. Donc nous allons voir comment mobiliser tous nos partenaires qui peuvent nous aider à voir une réaction à court terme, donc urgente. C'est ce que nous allons faire après notre départ de Kinshasa. Puisque nous, au niveau de la sous-région, dans notre processus de construction, nous n'avons pas encore ce dispositif endogène. Mais nous pouvons nous appuyer sur les partenaires, la FAO, l'OMS, l'UNICEF, puisque nous avons des protocoles d'accord avec eux. C'est à quoi ça sert. Et ça, c'est des dispositions qu'on a dans ces protocoles, comment on peut se mettre ensemble pour répondre à une demande humanitaire d'un État membre. Mais docteur, quand vous observez bien, vous allez voir que la sous-région, l'Afrique centrale, est secouée par plusieurs catastrophes. Vous l'avez évoqué vous-même, il s'agit notamment des inondations. Actuellement même, on a vu le Burundi qui est vraiment attaqué, on a vu la RDC du côté de Uvira également qui connaît les mêmes problèmes. Mais est-ce qu'au niveau de la sous-région, est-ce qu'au niveau de la CEAC, y a-t-il une politique pour prévenir tout ça? C'est ça. C'est-à-dire que jusque-là, nous avons fonctionné sans pourtant connaître des outils adaptés pour répondre, pour réagir. Donc des outils de riposte, on n'avait pas. Mais ça, c'est au niveau opérationnel. Mais au niveau de la réflexion,
nous avons aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, une politique sous-régionale en matière d'environnement et gestion des ressources naturelles et que nous allons d'ailleurs revoir, hein, parce qu'il faut qu'on l'adapte à l'environnement actuel. Nous avons une stratégie, il faut qu'on aille plus loin de cette stratégie. Alors, vous avez parlé des inondations. Ben, justement, après, ici, nous partons au Burundi. Ok. Hein, au Burundi pour justement faire le même travail ici et expliquer donc à cet État membre, aux autorités, au peuple gouvernement que nous sommes à côté d'eux et que nous avons déjà un programme sur les inondations. Parce que vous avez d'ailleurs, moi je vous félicite puisque vous suivez un peu nos activités en matière d'environnement. Nous avons, avec les chefs d'État, adopté plusieurs programmes sectoriels, hein, de l'économie verte. Mais on n'est pas parti un peu plus loin puisque nous étions dans le cadre de la réforme qui avait démarré en 2015, hein, et que ces programmes-là ont été adoptés aussi en 2015. Nous avons d'abord préféré finaliser, terminer le processus de réforme institutionnelle et organisationnelle de la CEAC. Donc nous avons déjà réfléchi et nous pensons que la réflexion, au stade où elle se trouve, elle est suffisante pour que nous passions à l'opérationnel. C'est justement dans ce cadre-là que le plan stratégique du département dont j'ai la charge a des axes qui prennent en compte ces questions-là. Un axe sur les questions de forêt, de l'eau, des ressources extractives, un axe sur les questions de l'environnement, hein, la biodiversité. Et à l'intérieur de cet axe sur l'environnement, vous avez des questions sur la structuration de l'économie verte. Parce que l'une des choses qui nous a manqué, nous avons beaucoup travaillé, mais nous a manqué, disons, des bases qui font fonctionner, notamment le cadre institutionnel, organisationnel et les politiques. Docteur, mais la CEAC n'existe pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Qu'est-ce qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous dénoncez ou tout ce que vous évoquez aujourd'hui ne soit pas vraiment réalisé? Et c'est le manque de la volonté politique ou c'était vraiment juste une négligence? Non, ce n'est pas une négligence, hein, parce que vous voyez, si vous regardez dans le monde, hein, ce qu'on appelle des innovations organisationnelles. Ça a été créé en 1983. Il y a eu un moment où la CEAC ne fonctionnait pas parce que 7 des 11 États membres de la communauté étaient en état de guerre. Et il y a eu aussi un moment, au sortir de la guerre, et vous comprendrez avec moi que la priorité, c'était vraiment les questions de paix et sécurité. Donc, à un moment donné, on s'est focalisé sur les questions de paix et sécurité. Alors, après qu'il y ait une atteinte des objectifs dans ce domaine-là, nous sommes passés donc à cette réforme. Donc, c'est maintenant que nous allons rendre les choses opérationnelles. Et comme vous le savez... C'est encore pour combien de temps? Voilà, la commission est là depuis le 1er septembre. Vous voyez, donc en 6 mois, nous avons focalisé notre priorité sur l'opérationnalisation des choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord et là où nous avons pris du retard. Des choses que nous devions faire. Hein, par exemple, commencer déjà à opérationnaliser certains centres. Il y a le centre de prévision, d'application et de prévision climatologique à Douala, hein, qui pourra donc nous donner par exemple des informations sur les prévisions et éviter peut-être les pluies. Nous avons aussi à opérationnaliser les programmes dont je vous ai parlé. Parce que ces programmes-là sur l'inondation, sur l'érosion, sur l'eau potable, sur l'éco-agriculture, toutes ces questions-là, enfin en tout cas, tous les problèmes réellement vécus par les États qui n'ont jamais été pris en compte par la communauté. Donc nous voulons aujourd'hui une communauté autre, forte, proche des peuples. Voilà pourquoi même dans le recrutement des animateurs de la commission, pour la première fois, les chefs d'État ont pensé qu'on devrait avoir des personnes, des femmes, des hommes de la sous-région recrutés par un processus compétitif. Donc ça, c'est normal, hein. Donc nous avons pris du retard, mais nous allons travailler parce que vaut mieux tard que jamais. Et voilà pourquoi nous sommes là. Hier, ça ne se faisait pas, mais nous allons maintenant travailler ensemble. Donc on comprend que vous avez amené votre touche particulière à cette commission. Ben, c'est-à-dire que pas seulement moi, c'est tout le monde. Moi, j'y travaille, je suis à la CAC depuis 12 ans et je crois que les chefs d'État ont porté le choix
sur ma modeste personne pour animer ce département compte tenu de l'expérience que j'ai. Et nous avons ensemble avec les experts de la sous-région, les États, en train de bâtir un modèle économique. Par exemple, le cadre institutionnel, organisationnel dont je vous parle, pour nous, c'est une base, c'est la fondation. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas organisé. Voilà pourquoi... et ça manquait à l'Afrique. Ça manquait à l'Afrique, ça manquait à la CEAC. Bon, maintenant, nous allons nous rattraper. Comment faire travailler les fils de la sous-région. Donc, voilà pourquoi nous avons la commission. Là, nous avons maintenant un texte fondateur sur les institutions spécialisées, un texte fondateur sur les agences et un texte fondateur sur tout ce qui ne peut pas travailler aussi bien dans les institutions spécialisées que dans les agences. Donc, ceux qui sont dans les réseaux, ceux qui sont dans les groupes, dans les groupements, ceux qui sont dans des fondations, ceux qui sont dans des fédérations, qu'ils soient dans la sous-région ou bien dans la diaspora. Donc vous voyez, donc toutes ces choses-là, on ne les avait pas. Donc la CEAC va travailler dans ce sens. Et les programmes, moi j'insiste pour les programmes parce que ce sont des programmes qui apportent de l'impact. Nous ne voulons plus du discours, nous voulons vraiment des impacts pour résoudre les problèmes réellement vécus par les États. Ça peut être le volcan, ça peut être l'accès à l'eau potable, ça peut être les problèmes alimentaires. Voyez-vous, nous avons 80% de nos produits alimentaires de base qui viennent de l'extérieur. Donc ça, il faut régler ce problème-là. Nous ne pouvons pas être une zone forestière et importer du bois. Ouais, nous devons être parmi les champions qui exportent du bois et qui développent l'économie du bois. Donc nous voulons maintenant une CEAC plus pragmatique, avec des programmes destinés à résoudre les problèmes réellement vécus par les États. Alors, ma dernière question, docteur, c'est bien celle de savoir, la CEAC dispose aujourd'hui d'une stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes ou les risques des catastrophes. De quelle manière cette stratégie s'intègre dans les objectifs des Sendai, par exemple? Oui, c'est-à-dire que vous l'avez dit, que nous devons, il y a cette stratégie-là. Alors, nous devons nous aligner sur tous les axes de cette stratégie, disons, de Sendai, et faire de telle sorte qu'à partir de Sendai, nous avons donc la stratégie sous-régionale, et à partir de la stratégie sous-régionale, nous avons les stratégies nationales. Et aujourd'hui, il y a des États qui ont déjà adopté leur stratégie nationale. C'est le cas du Tchad, c'est le cas du Burundi, c'est le cas de Sao Tomé. D'autres États ne l'ont pas encore fait, par exemple la Guinée équatoriale, la RDC également, mais nous allons travailler dans ce sens-là. Mais disons que tous ces outils-là, on les a, des outils politiques, stratégiques, c'est bien, mais ce qui nous a tant intéressé, d'ailleurs c'est ce que attendent les populations, oui, et tout ça c'est bien, mais où sont les actions? Voilà, donc c'est bien Sendai, c'est bien l'agenda 2030, c'est bien l'agenda 2063. Maintenant, comment on personnalise tout ça au niveau des États? Et voilà pourquoi nous allons revenir ici pour passer maintenant à l'opérationnel. Et comme les autorisés nous ont proposé, nous allons nous retrouver ici avec les experts de la sous-région, d'autres pays africains. Cette année? Voilà, cette année, oui, tout à fait. Avec les autres pays africains qui ont aussi des problèmes de gestion des catastrophes, notamment des volcans. Vous avez Cap-Vert, vous avez l'Éthiopie. Et après, travailler également avec tous les pays au niveau mondial, comme le Japon, comme Guatemala, le Chili, qui ont déjà connu également ce genre de problèmes. Voilà. Donc il faut ce cadre-là, c'est des choses qui nous ont manqué. Et la commission a été mise en place pour combler les lacunes qui nous ont empêché vraiment de diversifier notre économie. En tout cas, nous vous attendons pour juger de tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Mais vous savez, c'est-à-dire qu'il faut commencer par le discours. Exact. Voilà, donc il faut commencer par le discours si vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire que toutes ces choses, on a l'impression qu'on est en train de les découvrir. Vous savez, notre histoire n'a pas commencé au XVe siècle. Quand vous lisez les écrits des historiens, vous allez vous rendre compte que Diego Cao et les autres ont été surpris de voir l'organisation du Royaume du Congo. Ils ont été surpris. Donc, ce qui veut dire que nous avons des bases au niveau de l'organisation. Mais à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas vraiment pris conscience de cette organisation endogène qu'on avait, sur laquelle on devrait ajouter du moderne et du modernisme pour être, disons, au cœur du développement. Super. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Vaut mieux tard que jamais. L'histoire, on regarde, mais ce qui compte pour nous, c'est le présent et l'avenir. Et nous avons encore du temps devant nous pour construire cette sous-région qui, comme vous le savez, peut-être que la presse doit en parler de plus en plus.
Mais c'est ça que nous faisons déjà. Voilà, parce que tout ce qui s'est passé à Berlin en 1885, c'est grâce à l'Afrique centrale. Oui. Tout est parti d'ici. Souvent on parle du congrès de Berlin, mais en fait c'était Congo-Congrès avec KO. Et vous le savez que le Ngo du Congo, c'est vraiment la puissance. Et vous le voyez aujourd'hui. Hein, le nombre, disons, des ethnies que nous avons dans la sous-région, le nombre de zones écologiques que nous avons, le Sahara, le Sahel, la zone de savane humide, savane sèche, les forêts. Et les minerais, n'en parlons pas. Voyez-vous? Maintenant, comment alors construire un véritable modèle économique quand on a tout ce capital naturel combiné avec le capital culturel, ajouté avec le moderne et le modernisme? C'est de ça qu'il est question. Mais en plaçant les entreprises qui sont ici, et elles ne manquent pas. Voilà pourquoi dans l'approche que nous avons et nous allons présenter au chef d'État, focaliser notre attention sur les entreprises privées, que nous appellerons demain les entreprises privées partenaires, qui doivent être des véritables patrimoines de la sous-région. Comme ailleurs, ils ont LG, ils ont Samsung. Nous devons avoir des entreprises, les nôtres. Super. Et à partir de ces entreprises, nous devons... Voilà pourquoi je parlais de... On va aller très vite, parce que la façon de travailler va changer. Nous devons partir de l'existant. Si vous partez à Kinshasa, vous partez à Brazzaville, vous trouvez des entreprises. Alors que vont devenir ces entreprises-là dans 10 ans, dans 5, dans 15 ans? Et ça, nous pouvons le faire. Puisqu'ils ont du talent, dans ces entreprises, vous avez des entreprises qui sont tenues par des populations venues d'ailleurs, des immigrés, parce que c'est leur talent. Donc ça, c'est la nouvelle approche. Plus de rêves, beaucoup de pragmatisme, puisque nous avons déjà réfléchi, il faut passer à l'opérationnel. Puis il y a d'autres choses qu'on pourra expliquer dans d'autres occasions. Merci beaucoup, Dr Tabouna, pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de partager avec vous sur ces questions assez pertinentes. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de questions, mais je dois laisser la place à ma collègue de pouvoir s'entretenir aussi avec vous. Donc ça a été un plaisir pour moi pour que vous puissiez passer sur notre plateau Environews. C'est la première fois que nous vous recevons, bien sûr. Et je pense que dès que vous serez de retour sur Kinshasa, cette fois-là, on va peut-être enrichir les discussions sur ce que vous êtes en train de faire par rapport à la commission que vous gérez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous encourageons. Et sans la communication, il est très difficile de faire connaître ce que nous sommes en train de faire. Et longtemps, à la CEAC, nous avons eu une insuffisance au niveau de notre communication, des faiblesses. Mais bon, nous sommes en train de corriger cela. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on passe ici, on prend le temps de discuter avec la presse. Super. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Nous vous fixons rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.